Salut, c'est Alexis, vous êtes sur le podcast de Contournement. D'ailleurs, il va être beaucoup question d'audio dans cet entretien, donc il y a des chances que ça vous plaise si vous aimez les podcasts. Je reçois Olivier Desmoulins, designer et cofondateur de Cappuccino, une app qui permet d'échanger des petites capsules audio avec vos proches ou un groupe d'amis par exemple. Ou au hasard, avec la communauté No Code France, puisqu'on a un groupe Cappuccino, et je suis maintenant complètement fan de cette appli. Mais sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'aventure, les process itératifs qui a permis à Olivier de concevoir cette appli qui était à la base un side project alors qu'il était en poste. Et vous verrez que le no-code évidemment a un rôle à jouer dans cette aventure. Allez, c'est parti. Bonjour Olivier, merci de prendre le temps de répondre à mes questions pour le podcast de Contournement. Alors, tu es le cofondateur de Cappuccino, une super appli dont on est des grands fans dans la communauté No Code France. Donc je suis vraiment content de te recevoir et que tu nous racontes un petit peu l'histoire qu'il y a derrière cette appli. Alors, je vais te laisser expliquer le principe parce que tu le feras beaucoup mieux que moi, j'en suis sûr. Et puis après, on va revenir aussi un peu sur ton parcours, sur l'aventure entrepreneuriale qui t'a mené à ce que c'est aujourd'hui. Au passage, je remercie Stan qui nous a mis en contact et puis qui a initié le groupe Cappuccino No Code France avec lequel on s'éclate bien, même s'il y a des hauts et des bas, mais j'imagine que ça c'est un petit peu dans tous les groupes. Je serais curieux d'avoir un petit peu aussi ton retour là-dessus, que tu nous dises comment ça se passe, comment les gens utilisent Cappuccino. Voilà. Pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Alexis, merci de m'inviter dans ce podcast. Donc je m'appelle Olivier Desmoulins, je suis un designer dans la tech. Voilà, j'ai designé des apps mobiles pendant les dernières années, plutôt un focus sur ce qu'on appelle consumer product. Et voilà, je suis cofondateur de Cappuccino, qui est une messagerie audio pour Group Friends and Family. Et voilà. C'est déjà un bon pitch. C'est justement ça. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu plus les usages qu'il y a parce que j'ai l'impression que les gens potentiellement peuvent vraiment se l'approprier un peu comme ils veulent, tu vois. Et moi, j'ai une vision un petit peu de l'usage que j'aimerais en avoir, par exemple pour le groupe No Code France, mais qui n'est pas forcément la même. Mais avant de venir là-dessus, juste est-ce que tu peux nous dire un peu dans ton parcours? Donc t'es designer, est-ce que t'as un background un peu tech aussi? Est-ce que t'as fait du code? Est-ce que t'as bossé dans les startups, un peu code? Enfin, tu vois, juste ça, comprendre un petit peu ton profil global pour voir ensuite comment tu vas amener un peu la technique dans tes projets. Alors, j'ai un background d'ingénieur. En fait, je suis ingénieur. Mais je pense que dans l'histoire des étudiants en école d'ingénieur sur les dernières années en France, je devais vraiment être dans le top 10 des plus médiocres. Mais bon, j'ai quand même eu mon diplôme. Mais non, j'étais vraiment pas brillant en école d'ingénieur. Mais bon, j'ai compris les bases de la programmation. Mais je veux dire les bases. J'ai pas beaucoup de pratique. J'ai pas la rigueur d'un développeur. J'ai pas la patience d'un développeur. Et à l'issue de mes études, après avoir été développeur dans l'industrie automobile pendant quelques mois, j'ai démissionné et j'ai réorienté toute ma vie vers le design. D'accord. Voilà, donc ensuite, suite à ça, j'ai travaillé d'abord dans une agence. Après, j'ai monté une start-up en 2010 qui s'appelait Super Marmite, qui m'a occupé pendant 2 ans avant d'être fermée. Après, j'ai fait quelques side projects et j'ai vendu du service. J'avais fait une app qui s'appelait Happy Babies, qui était une app mobile où on pouvait élever un bébé virtuel à 2. J'avais fait une app qui s'appelait Quotal, qui était un partage, agrégation de citations, qui utilisait un OCR. Voilà, pour les gens qui aiment lire des livres physiques. J'ai fait plusieurs apps et j'ai travaillé dans des startups. Une s'appelle YouNow à New York, qui est du live video streaming. Et plus récemment, j'ai fait l'aventure depuis le début de Jumbo, qui est une app qui permet aux gens de gérer leur privacy en ligne. Et j'ai travaillé jusqu'à il y a quelques mois où j'ai décidé, tout en restant dans les bureaux, parce qu'ils m'ont proposé de rester dans les bureaux, de lancer Cappuccino sur la base de ce qui était au début un side project, une succession d'expérimentations, mais sur lequel j'ai finalement, après certains signes prometteurs, voulu me passer à temps plein, quoi. Voilà.
Alors justement, donc ça c'est vraiment les histoires qu'on aime bien, notamment c'est tous ces side projects, et au devoir voilà que t'as commencé ça en parallèle. Alors comment t'as commencé? Déjà peut-être quel était ton constat de base ou ton envie? On sait que l'audio en ce moment c'est plein, voilà, on parle que de ça dans les startups, les investisseurs se ruent sur beaucoup de choses, mais toi ça fait déjà un moment, si je dis pas de bêtises, parce que Cappuccino ça vient pas de sortir, et toi en plus tu travailles depuis un moment, t'as une approche très itérative. Oui, alors c'est vrai qu'en fait, il y a eu un petit emballement sur l'audio cette année, notamment parce qu'il y a eu un investissement, euh, enfin d'un très gros investisseur très reconnu dans la tech, dans Clubhouse, à une très grosse valorisation, puisque je crois qu'ils ont investi 10 millions à une valeur de 100 millions, ce qui est gros. Pour une appli qui est toujours en bêta privée, Oui, voilà, ouais, qui était sur TestFlight, donc limité en nombre d'utilisateurs. Mais néanmoins, vraiment, enfin, c'est pareil. Je pense que là-dessus, c'est pas une histoire nouvelle parce que moi, les gens qui faisaient Clubhouse, j'avais quand même vu enfin, il me semble que c'est eux qui faisaient Talkspace, et Talkspace, ça a été lancé il y a très longtemps sur Product Hunt, au début sur une web interface. Et enfin, c'est pas des nouveaux arrivants non plus, quoi. C'est quand même, en fait, ouais, j'ai juste envie de nuancer très rapidement ce truc, c'est qu'on parle beaucoup de gens qui se lancent dans des aventures audio. En ce moment, en fait, je pense que eux, comme nous, enfin, avaient quand même démarré leur projet il y a assez longtemps. Alors, maintenant, démarrer le projet, effectivement, ça veut pas forcément dire lever de l'argent tout de suite et être incorporé tout de suite. Dans le cadre de Cappuccino, c'est une aventure qui commence un peu solo au début, avec un constat qui est, voilà, moi, donc je travaille à New York. Tous les matins, j'aime bien marcher, et j'ai à peu près 40 minutes de marche. Et, euh, et c'est un moment sur lequel j'ai toujours mes écouteurs et sur lequel je peux écouter soit de la musique, soit des podcasts, soit même, voilà, même si j'habite à New York, j'écoute la matinale de France Inter souvent. Voilà. Et, euh, et je me disais quand même, il y a toujours ce moment où je cherche quoi écouter. Et de temps en temps, c'est un peu par dépit que je me oriente vers ce podcast parce que le podcast que j'aimerais écouter, en fait, il n'y a pas de nouveaux épisodes ou de ça. Mais en tout cas, me dire que voilà, il y a toujours ce moment où je suis dans la rue et je cherche quoi écouter. Et pour être aussi tout à fait honnête, il y a aussi un autre truc qui m'a vachement inspiré. À un moment, c'était une startup française qui s'appelait Les Croissants. Et j'avais adoré leur pitch qui était de dire, voilà, la matinale personnalisée. Et je croyais énormément à ce qu'ils allaient faire. Enfin, à ce qu'ils faisaient. Bon, finalement, ils ont pas réussi à avoir les financements qu'ils voulaient. Je pense qu'ils ont eu des problèmes de modèle. Ils grossissaient pas assez et ils ont arrêté. Mais le principe, c'était de dire, voilà, tu prends le concept d'une matinale de radio. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, si tu prends la matinale de France Inter, qui est la plus grosse matinale en France, dedans, moi, si je l'écoute depuis New York, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais écouter la météo en France, je vais écouter le trafic routier à Paris, plus des pubs pour des produits qui sont pas disponibles aux États-Unis. Et en fait, tu te dis de l'ensemble des segments qui s'enchaînent, même s'il y a une sorte d'ambiance qui est, voilà, ça me donne un petit côté français nostalgique, mais globalement, j'ai une accumulation de segments qui me concernent pas directement, tu vois, savoir quel temps il va faire à Paris, ça va pas vraiment, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Et donc, dans les croissants, c'était quoi les segments justement audio? en fait, les croissants, disons que tu prends une équipe de rédaction, avec un mec qui va parler d'économie, un mec qui va parler, enfin un mec ou une meuf qui va parler d'art, de cinéma, et en gros, l'utilisateur il va dire, bah moi je m'intéresse plutôt à ça, 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 et en fait ils vont faire une sorte de matinale plus large, plus grande qu'une vraie matinale, mais tu vas avoir juste certains des segments. Ils font plein de segments et ils te donnent ceux ouais. qui toi a priori vont t'intéresser, quoi. Voilà. Et donc je trouvais le modèle hyper intéressant et surtout très prometteur sur l'avenir. Après, comment dire, je vais amener des critiques, mais j'ai énormément de respect pour les gens qui ont fait ça. Je trouvais en tant qu'auditeur qu'il manquait une forme d'âme. Et par la notion d'âme, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, par exemple, si t'écoutes, par exemple, si tu roules sur l'autoroute et que t'écoutes radio autoroute, là t'écoutes clairement une radio qui n'a pas d'âme. Tu vois, tu vois, les jingles, ils sont cheap. Tu vois, c'est la radio autoroute, c'est la radio cheap, quoi. C'est, y a pas, tu vois, si t'écoutes RTL, c'est une certaine âme. Moi, c'est pas mon kiff, tu vois, mais enfin, tu vois, c'est un jingle donné, reconnaissable. Il y a une marque, quoi. Tu vois, il y a une marque, ça te met dans l'ambiance. T'écoutes Nova, il y a une âme, tu vois. Et
Et je trouvais que ma critique sur le truc, c'est qu'ils arrivaient pas à amener cette dimension où tu sens que t'as des codes culturels, tu vois, et j'en ai donc parlé pas mal à un pote qui bossait dans le journalisme. Il me dit, mais tu te rends pas compte, mais la radio, ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement compliqué, tu vois, produire une émission de radio, c'est très très compliqué et très très cher. Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai commencé à vraiment réfléchir autour de production audio, créer des atmosphères, créer du contenu audio et pas juste une app de podcast, mais me dire voilà quel est le contenu qui serait bien amené et comment l'agencer ensemble. Et ma première idée, c'était de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple, à me dire tiens, est-ce que je pourrais pas faire une sorte de MOOC audio? Et sur ce MOOC audio, de me dire voilà, il y a certains sujets auxquels je m'intéresse, et dans ces sujets-là, est-ce qu'on pourrait les vulgariser, les rendre accessibles à base de petits segments, de petits chapitres qu'on accumulerait les uns après les autres, et on sait en même temps ce que j'ai lu pour personnaliser mon expérience, enfin ce que j'ai écouté, pardon, pour personnaliser l'expérience. On peut me proposer dans la journée une sorte de push notification avec un quiz pour vérifier l'acquisition des connaissances, et en fonction de ça, m'orienter dans les chapitres suivants. Et donc j'avais commencé à designer une expérience audio. Je me disais voilà, j'écris du contenu sur des sujets tech par exemple, en me disant voilà, en ce moment là je crois que c'était en 2017. En 2017, il y avait la crypto qui avait son premier énorme pic de l'histoire avant de s'effondrer. Et la boîte dans laquelle je bossais, ils ont fait une ICO, donc tout le monde s'intéressait à fond aux cryptos, mais c'est un sujet très compliqué quand même, les cryptos. Et donc je m'étais dit tiens, je vais écrire un cours sur les cryptos, je vais l'enregistrer et je vais le diffuser sous forme de chapitres en MP3 que je vais envoyer à des gens. Et donc j'ai travaillé là-dessus, écrire ces chapitres, des chapitres courts, les monter avec de la musique, et puis une expérience un peu audio particulière, parce qu'en fait il y avait deux voix dans le cours. Un peu, tu sais, comme dans les dessins animés quand on est petit, l'histoire de la vie, là où il y avait un barbu, et il y avait des globules rouges et tout ça, tu vois, il y a plusieurs personnages, et à un moment il y a le barbu, il fait un zoom sur tel truc, il explique tel truc, tu vois. Et donc je voulais faire une expérience audio comme ça, extrêmement bien produite. Et donc je commence à travailler avec GarageBand, à trouver des musiques, des sons, à enregistrer la voix. Le premier truc, c'est un catastrophique parce que comme j'habitais à New York, il y a tout le temps du bruit partout. Donc, en fait, la qualité du son a été trop mauvaise. J'avais enregistré chez moi, mais il y avait quand même un bruit de fond horrible. Après, je vais le faire dans un studio avec une fille qui était comédienne, qui avait une voix magnifique. J'ai investi beaucoup pas d'argent, mais de temps là-dedans. Et puis après, je l'ai envoyé à des gens en MP3 le matin. Genre, voilà, c'est ton cours sur tel sujet. Et en fait, j'ai senti que le feedback, c'était ouais, c'est sympa, quoi, mais rien de plus, quoi. Enfin, t'as fait un podcast. Et là-dessus, je me dis ouais, en fait, j'ai investi énormément d'énergie dans un truc dont le résultat est juste ok. Et là-dessus, j'ai continué à réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Et puis à un moment, je me suis dit, j'aime bien cette idée quand même de personnaliser le contenu. Et j'ai commencé à faire un truc où j'envoyais à des gens le matin en MP3 leur plan de la journée. Enfin, une sorte de daily update de la journée à 8 heures. Bien, salut Quentin, il fait beau aujourd'hui à New York. J'avais demandé à des gens de me donner accès à leur agenda. Donc, bon, c'était en anglais. J'utilisais aussi Amazon Polly. Il y a en fait sur Polly, c'est un outil de voice d'Amazon où il y a plusieurs librairies qui permettent de faire du text to speech, du speech to text, de faire des synthèse vocale. Synthèse vocale. Ouais. Et en fait, pourquoi j'ai utilisé ça, c'est parce que avant de souscrire au plan, etc., et tout ça, en fait, sur leur interface, tu peux tester le truc et donc tu peux générer des MP3 avec du texte que tu rentres. Et tu choisis une voix parmi d'autres. Et il y a aussi une sorte de, je crois qu'on dit markup language, où tu peux dire tiens, je veux de l'emphase sur tel mot, tu sais, comme quand tu écris du HTML et que tu mets des balises, quoi. D'accord, ouais. Comme du markdown, où tu mets des étoiles pour dire markdown, c'est en voilà, des choses comme ça. Ouais. Et donc j'avais écrit du texte comme ça en fonction de mes interlocuteurs et je leur envoyais, voilà, et je mixais ça avec de la musique. Donc t'avais le truc qui démarrait avec une musique cool. J'utilisais YouTube pour faire YT
ouais, YT ou MP3, en fait, je sais plus, il y a un truc, voilà. Pour télécharger en MP3 les vidéos YouTube, ouais. Enfin, juste la bande son. Tout à fait illégal, tu vois, mais en gros, j'allais chercher des sons que j'aimais bien. Je récupère le MP3. Sur GarageBand, je mixais donc l'audio que j'avais créé avec Amazon Poly, avec de la musique. Je faisais ça comme un petit, je créais un MP3 et je l'envoyais à mes différentes personnes. Et dedans, tu vois, ça incluait un truc genre, voilà ton agenda de la journée. À 10h, t'as rendez-vous avec Pierre à Usagi. N'oublie pas le cadeau pour ta meuf dont c'est l'anniversaire. Bon, ça arrivé une seule fois dans le test, mais tu vois, je l'ai quand même mis, c'était cool. Et voilà, les news tech de la semaine, tu vois, et je faisais un petit daily des news, et j'envoyais ça. Et là-dessus, je l'ai fait avec plusieurs personnes. Ils m'ont dit pareil, c'est cool, mais bon, en fait, ça, j'ai déjà dans mon téléphone ces infos. J'ai pas vraiment besoin de l'avoir en audio. Et la voix était comment? La voix synthétique là de cette librairie dont tu parles, c'était, enfin, je sais pas comment dire, ça faisait pas trop robot, quoi? Ça dépendait, quoi. Ça dépendait. Je dirais que, en fait, ça dépendait de ce que tu lis, quoi. Ça dépendait de ce que tu lis, mais tu vois, l'addition de la musique, c'était quand même un truc de ouf, en fait. Ok. Tu vois, ça mettait quand même une ambiance. Ouais. Tu vois, c'est. Et après ça, j'ai eu cette idée de me dire, tiens, est-ce que je pourrais avoir des discussions de groupe sous ce format-là? Et là, j'ai fait une dernière expérimentation, parce qu'en gros, les 2 expérimentations dont je te parle d'avant, c'est plutôt des échecs en termes de feedback. C'est le feedback des gens qui disent que c'est bien, mais tu sens que c'est pas bien. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est très dur comment avoir des vrais feedbacks sincères et non biaisés. Enfin, c'est surtout que là, j'ai que la capacité de reach des gens qui sont, assez proches. Donc du coup, on pas vraiment envie de te donner des feedbacks négatifs, tu vois. Mais tu sens quand même. Je pense que tu le sens au fond de toi que, je sentais que j'étais pas sur quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Et bien une dernière idée, c'est de me dire tiens, et si c'était si c'était une sorte de groupe de discussion audio avec de la musique. Et là, en fait, je fais une liste de 15 personnes qui sont dans qui ont pas une communauté d'intérêt, ils se connaissent pas tous, mais il y en a qui se connaissent, mais ils se connaissent pas tous. Et ils parlent tous français, parce qu'en fait, bon, même si je vis à New York, je travaille en anglais, etc. En fait, le truc, c'est que je me rendais compte quand même que la langue, on n'est pas aussi à l'aise. Je suis pas aussi à l'aise en anglais qu'en français. Clairement. Je suis embarrassé par mon accent, tu vois. Je me dis, et je fréquente aussi des Français, donc je prends des Français dans la tech ou dans le design ou dans l'innovation. Et je leur dis, voilà, les gars, je fais une expérimentation. Ça s'appelle Cappuccino. Tous les jours, vous pouvez m'envoyer à moi, vous pouvez m'envoyer un voice memo. Ça s'appelle un bean. Vous pouvez m'en envoyer un seul et il doit faire 2 minutes. Et le lendemain, je vous envoie à tous les participants. Et je leur avais envoyé une liste des participants. J'avais fait une image sur Sketch avec la tête des gens, en dessous leur nom et leur titre. Et je dis, voilà, l'expérimentation Cappuccino, c'est avec ces gens-là. Et je dis, voilà, tous les jours, vous pouvez m'envoyer un mémo. Et moi, le lendemain, je vous envoie un show, c'est le même pour vous tous. Et donc, en gros, le premier jour, moi, j'envoie moi-même un mémo en disant bienvenue sur Cappuccino, j'avais une musique cool, c'est moi qui parle. Et je leur réexplique les règles, je leur envoie ça le dimanche. Et je leur dis, voilà, à partir de lundi, vous pouvez m'envoyer vos mémos. Donc, j'enregistre ça le dimanche, je leur envoie le lundi matin, et le lundi, ils peuvent m'envoyer les mémos pour démarrer le mardi. C'est une expérience d'une dizaine de jours. Et bien sûr, dans le groupe de 15, le premier lundi, il y en a 3 quand même sur lesquels j'insiste vraiment en disant vas-y mec, tu peux m'envoyer un truc là-dessus, tout ça. Au début, je biaise un peu le truc, quoi. Mais bon, j'ai mes 3 billes. Voilà. Et donc je suis au taf pendant la journée, un œil sur WhatsApp, un œil sur iMessage, parce ils étaient pas tous sur la même plateforme. Donc hop, moi je suis stressé au début de la journée parce que j'engage un peu ma responsabilité. Enfin non, pas ma responsabilité, mais j'engage un peu c'est un peu la honte, quoi, si ça foire. Je leur la réputation, c'est pas méchant, mais c'est vrai que tu te mouilles un peu, quoi. Voilà. Et donc je stresse la moitié de la journée, et puis quand arrive le premier bean, je suis content. Quand arrive le deuxième, je me dis ok, j'ai sauvé l'honneur. Quand arrive le troisième, je suis super content, quoi.
Et là, je rentre chez moi avec un grand smile. Hop, je m'installe à mon ordi, j'ouvre GarageBand, je vais choper 3 musiques que je trouve cool, et je commence à mixer le tout pour faire un truc. Et hop, ensuite je prépare mon interface d'ordinateur parce que en gros les gens étaient en France. Moi j'étais à New York. Je voulais qu'ils arrivent à 7h les beans, enfin les cappuccinos. Je voulais les envoyer à 7h du matin. Donc je calcule mon décalage horaire. Voilà, ça veut dire qu'il faut que je reste sur mon ordinateur jusqu'à 1h du matin, et à 1h du matin, hop, je drag and drop dans les en one à tout le monde sur WhatsApp et sur iMessage les cappuccinos à tout le monde. Et en fait, on a répété ça pendant une dizaine de jours, sauf que après, moi, j'avais plus besoin de demander aux gens de m'envoyer les beans. En fait, ils me les envoyaient. Et ce qui a été intéressant, c'est que en fait, ils commencent à se répondre les uns aux autres, à dire ah tiens. Et puis en fait, en gros, enfin là, je trouve qu'il se passe quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que les gens, ils kiffent l'expérience, ils prennent l'habitude au fur et à mesure des jours de recevoir ça et ils aiment bien. Ils se répondent les uns aux autres, et quand j'arrête l'expérience en disant voilà, à la fin j'enregistre, voilà les gars, merci d'avoir participé, c'était le dernier cappuccino, et puis moi l'idée c'est voilà, les semaines qui vont suivre, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, de débriefer quoi. Mais en tout cas, parce que là à ce moment-là, les 10 jours c'est quand même du taf où moi pendant la journée je suis au bureau à stresser sur recevoir des beans. Le soir je rentre, il faut que je mixe tout, ça me prend du temps parce qu'au début j'étais quand même pas très à l'aise sur GarageBand, etc. Mais bon voilà, ça c'est des jours qui sont plutôt fatigants en termes de Ouais, parce que c'est un travail incompressible. Si tu le fais à la main, de toute façon, t'as téléchargé les trucs, les mettre, c'est important. Mais c'est génial parce que moi je trouve ça extraordinaire ce que tu nous racontes, parce que c'est exactement, je veux dire, la quintessence de cappuccino, même le nom, même ça, était déjà là, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, t'avais déjà tout imaginé. À ce moment-là, ouais. Et c'est super. Et alors, du coup, raconte-nous la suite, alors. Parce que si tu dis à ce moment-là, je suppose qu'après, du coup, il y a eu des variantes. Enfin, t'as expérimenté quand même un peu d'autres choses pour être sûr que ça, c'était la bonne... Après, je l'ai essayé avec un groupe de potes du lycée, parce que là, je te parlais plutôt de gens qui étaient dans mon milieu socio, pas socio, mais pas mon milieu pro, quoi. Tu vois, des tu gens disais que t'as cherché des gens un petit peu dans la tech, dans l'innovation, designer, peut-être, ça va faire un groupe un peu mixte, peut-être qui biaisait l'expérimentation, quoi. Ouais. Après, donc j'ai refait cette expérience avec un groupe de potes où ils se connaissaient tous. Ils étaient, je sais pas, 5-6. Ouais, c'est ça, ouais. Ils devaient être 6. Je me suis dit, ouais, bon, ça marche, quoi. Et après, je me suis dit, tiens, j'aimerais donner accès à plus de monde à ça. Et en même temps, je me dis, peut-être en faire une boîte, quoi. Enfin, et donc là, et c'est là où je pense qu'il y a un intérêt sur le no-code plus précisément, parce que là, pour le moment, il n'y a pas de code du tout. Enfin, c'est pas du no-code, c'est pas de code du tout. C'est ça, il n'y a pas vraiment de technologie à part GarageBand, et c'est tes mains qui font les choses, quoi. Mais moi, je pense que ça, de toute façon, c'est hyper important. Enfin, tu vas nous raconter après, mais pour savoir ce que tu veux no-coder ou coder, c'est bien d'avoir fait à la main aussi, quoi. Donc, pour savoir où on va aller. Juste, dis-nous, là, on est à quelle période, juste dans le temps? Parce que ça va m'intéresser aussi par rapport à quand même cette année très particulière qu'on a vécue. Ça, on est quoi? On est en 2019? On est en 2018? On est l'été 2019. L'été 2019. Et donc maintenant, on arrive à l'automne 2019. Ah ouais, j'ai oublié de dire un truc, c'est en fait dans le premier groupe de 15 personnes, il y avait un mec qui s'appelle Gilles, qui était un gars qui avait monté une startup en parallèle de quand moi je montais Super Marmite. Après lui, il avait continué dans sa startup plus longtemps. Et en fait, il venait de la terminer. Donc en 2019, il venait de la terminer. Et là, il commençait et il avait bossé dans le son aussi. Hein. Il commence à réfléchir à l'avenir. Et à un moment, je passe à Paris. Lui, il vit aux États-Unis aussi, mais il se trouve qu'on passe à Paris au même moment, fin août, et qu'on se prend un café, et que il me dit ouais, c'est quand même cool ce que t'as fait, cappuccino, tout ça. En gros, on se dit tiens, on pourrait peut-être bosser ensemble. Et donc on en parle un peu plusieurs fois au téléphone en septembre. Comment? Ouais, non, c'est vraiment sérendipité, quoi. Je trouve, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Enfin, c'est en faisant aussi ton expérimentation que tu vas amener des pièces, tu vas rencontrer des gens qui vont après contribuer, quoi. Ouais, et ça, pour le coup, tu vois, je t'ai dit, enfin, pardon, en fait, là, je fais référence à un truc dont on s'est parlé avant d'enregistrer, mais alors pour les gens qui écoutent, j'ai dit que j'avais des mini réserves sur l'approche Lean,
Et, et, euh, et pour le coup, là, c'est pas du tout une réserve, c'est que moi, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, c'est qu'il faut pas tout planifier. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est important, c'est d'avancer vers quelque chose qui nous change notre vision des choses. En gros, on avance en faisant, quoi. Et donc, enfin, dans cette histoire que je te raconte, quand je monte ma première expérimentation, je suis pas en train de pitcher un projet qui s'appelle Cappuccino et qui va faire ça, ça, ça. En fait, je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de croire que faire quelque chose va me renseigner sur ce qui vaudra le coup d'être fait, quoi. Et, et donc, donc par cette occasion, en fait, ce que je disais, c'est que dans le premier groupe que j'ai créé de gens dans l'été 2019 sur la première expérimentation avec un groupe de personnes, il y avait celui qui est devenu mon cofondateur. Et donc vers septembre-octobre, je crois que c'est vers cette période-là, en fait, on se dit tiens, essayons de scaler l'expérience avec plus de gens, donc de passer par une app. Et en même temps, Gilles, donc mon cofondateur, il un peu, je sais pas si c'est par hasard, mais en fait, il envoie un update par mail à certaines personnes qui suivaient sa précédente startup, en disant ouais, bah là, on réfléchit à telle idée. Donc dedans, il y a Ryan Hoover, le mec de Product Hunt, et il y a des gars de BetaWorks, qui est un accélérateur à New York. Il dit voilà, on commence à réfléchir à cette idée. Et un mec qui s'appelle Matt Hartman, qui est un des mecs de BetaWorks, il lui répond ah bah tiens, bah nous on lance on lance AudioCamp, qui est une sorte d'un programme d'accélération sur les startups audio. La deadline pour apply, c'est genre jeudi, quoi. Enfin, les dates, je sais plus, mais en gros, une échéance ultra proche, quoi. Et Gilles, il me dit ça, et le mec répond, est-ce que tu as un test flight? En mode, voilà, tu lances une startup dans le mobile, tu as un test flight, tu vois, c'est un peu comme le Nabila et t'as pas de shampoing, quoi, tu vois. Juste pour les gens qui connaissent pas peut-être TestFlight, parce qu'il peut y en avoir dans les auditeurs, c'est le programme d'Apple qui permet de faire tester des applications aux gens avant qu'elles soient sorties sur les stores. Voilà, en fait, c'est donc une app, c'est une sorte de store de bêta test, quoi. Tu as une app qui permet aux gens d'installer ton app à condition qu'ils étaient invités par toi à le faire, et c'est limité à un certain nombre d'utilisateurs, etc. Et donc, voilà, c'est assez standard quand tu fais une app mobile, de commencer par la distribuer via TestFlight. Il y a d'autres solutions, mais TestFlight, disons que c'est assez courant. Et de faire, ouais. Et c'est aussi une bonne manière. Ça te met dans les rails du store en plus, donc exactement. Quand t'as ça après pour passer en production, ça va assez vite, quoi. Et en fait, et là c'est aussi un autre élément que je trouve intéressant, c'est que tu vois, dans les années que j'avais passées à Paris à réfléchir à des projets de start-up, souvent je démarrais par des PowerPoint, je démarrais par en fait essayer d'expliquer pourquoi il y avait un marché pour faire telle idée, etc. Et en fait, je pense que là, sur les années plus récentes, en tout cas dans des mondes comme le consumer product, mais je pense que tu dois potentiellement avoir la même chose avec le SaaS, même si tu n'utiliseras pas forcément TestFlight et une mobile app pour le distribuer, mais en gros, à un moment, j'ai l'impression que sur du pré-seed ou du seed, on va beaucoup plus s'intéresser à la capacité d'exécution d'une idée, davantage à un pitch qui explique l'état de l'industrie. Explique le concept, ouais, tu vois. Et le pitch deck classique en 10 slides avec l'équipe, le problème, la solution, la compétition, etc., quoi. Ouais, en tout cas, bon, évidemment, tout ça peut être nuancé. Il y a sans doute des gens qui ne seront pas d'accord avec ce point de vue, mais je le dis parce que pour moi, il y a une continuité entre justement cette question-là. Ici, on parle de no code et d'entrepreneuriat, donc plus mon domaine, tu vois. Mais pour moi, il y a une continuité, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que tu peux te dire, tiens, on va monter l'équipe parfaite et avoir le concept parfait pour le marché parfait et le justifier parce que tu as fait ton étude de marché très précisément. Et te dire, tiens, je vais aller donc lever de l'argent pour construire ça. Et il y a une autre approche qui est celle qu'on a faite, qui est de dire, voilà, okay, on n'a pas les réponses à tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va raconter aucun mensonge. On
on s'est dit, ok, là, il y a les mecs, ils ont une deadline tel jour, ils veulent un test flight. Et ben, on va faire un test flight. On avait 5 jours devant nous globalement. Comment on fait en 5 jours devant nous un truc qui permet de permettre à ces gens-là d'accéder à l'expérience cappuccino. Et en fait, on s'est dit, bah voilà, on va faire une app mobile. Cette app mobile, elle va avoir, elle avait 3 vues en fait, mais en vrai, elle en avait que 2 qui comptaient vraiment. Il y avait la vue qui était un player un player avec un bouton play pause d'un fichier audio. Ça, c'est ton cappuccino. Et il y a une vue où il y a un recorder avec record et envoyer. Et on a besoin de savoir qui est la personne qui touche cette app pour l'authentifier en quelque sorte. Bah pour ça, on va créer des codes à 4 chiffres, des PIN codes. Quelqu'un qui installe l'app, on lui demande direct c'est quoi ton PIN code. Si le PIN code, c'est un PIN code qui existe chez nous, il est considéré comme logué et on lui dit bonjour Matt, voilà, parce qu'on sait que c'est Matt. Et là, il accédera à un fichier audio qu'il pourra appeler et il pourra envoyer des fichiers audio. Voilà. Et on a rajouté une vue, mais c'était même pas nécessaire. On a rajouté une 3e vue, un 3e tab. C'était une tab bar en bas avec des onglets. Donc, il y avait ton cappuccino, le recorder et ton groupe. Voilà, on mettait les gens dans des groupes. Et où tu vois la liste des membres de ton groupe. Et nous, en fait, là, on s'est dit, voilà, on a ce client-là, c'est assez simple à fabriquer. Par contre, il nous faut un back-end. Attends, alors juste quand même le client, parce que donc l'application cliente, non mais parce que c'est intéressant parce que tu vois ça te paraît simple, mais juste pour savoir vous l'avez construit comment du coup? Il est en Swift et j'ai bossé avec un mec qui m'a aidé à faire le code Swift. D'accord, donc vous l'avez développé quand même en utilisant Swift, c'est du coup le langage vraiment de maison d'Apple. Ok, non mais c'est pas forcément évident. Non, mais t'as raison. Donc en gros, juste pour récapituler, voilà. En gros, souvent, j'espère ne pas ennuyer les gens avec des considérations techniques qui soit sont trop basiques, mais en gros, voilà, je veux juste dire, voilà. On dit, on a besoin d'une interface avec notre système, c'est le client, et c'est l'app mobile qui va permettre à une personne de s'authentifier, d'accéder à des sons et d'en enregistrer. Et on a besoin d'un back-end pour que les comptes utilisateurs ils soient stockés, ainsi que leurs fichiers son, etc. Et en gros, pour aller vite, je me disais, voilà, on peut faire un truc simple avec iOS, et on a besoin non seulement d'un back-end, mais on a besoin d'une interface à ce back-end aussi, pour pouvoir, puisque on n'avait pas de solution pour mixer les cappuccinos entre eux, puisqu'un cappuccino, c'était quoi? C'était un certain nombre de fichiers audio, des bins, mais mixés avec de la musique. Donc ça, il y avait encore un truc à ingénierer. Et ça, moi, je le faisais à la main en prenant des bouts de musique, en les mettant dans GarageBand et en générant un MP3 avec ça. Donc ça, j'allais continuer à le faire à la main. En disant, voilà, avec une centaine de users qui sont répartis dans 10 groupes, normalement, ça fait 10 cappuccinos à créer, je dois être capable de le faire à la main. Puisque j'ai... Tous les soirs. T'as pas beaucoup dormi pendant cette période, non? Bah, ça a duré, en gros, pendant 6 mois, tous les jours, tous les soirs, sans exception, pas de week-end ou de tout faire, vraiment sans exception, tous les jours, tous les soirs, j'ai mixé des cappuccinos en nombre de plus en plus grand. Ça, c'est vraiment de la dédication, je sais pas, non, c'est pas vraiment. Ah, mais c'était boulot ventre tous les soirs. Ma vie je rentrais chez moi, parce que je taffais encore. Non, j'ai dit 6 mois, mais en fait, c'était moins. Mais c'était plusieurs mois. Mais je rentrais chez moi, la boule au ventre, et en plus, j'ai un gamin à la maison, donc ça veut dire qu'il faut attendre qu'il soit couché le soir et tout. Bam, après, à partir de 10, 11 heures, t'es à peu près tranquille. Mais non, c'était horrible. Non, mais c'est aussi bien de partager ça, tu vois. C'est aussi ça qui amène après le succès derrière, mais il faut aussi des fois, faut se faire violence et c'est ce dévouement qui te permet d'aller au bout, quoi. Mais c'est super, hein, c'est impressionnant. Et donc voilà, construire. Donc la première partie, c'est voilà, Airtable comme back-end et back-office, puisque donc on peut voir dedans, on pouvait créer. Voilà, en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait tiens, on va faire rentrer plus de users. Donc on tape quelqu'un dit on est en train de créer cette app et tout ça, ça te dit de tester avec des potes. Là, l'onboarding horrible pour les gens, c'est alors ok, je t'explique comment ça marche. Il faut que tu m'envoies la liste de tes potes et je vais leur créer des invite codes et ensuite il va falloir que tu invites tes potes sur le test flight et que tu leur dises à chacun, voici la liste. Alors Sophie, c'est 4332, Jean-Baptiste, c'est... Et en gros, l'onboarding process, il était juste infernal, quoi. Parce que non, il fallait que les gens aient test flight,
Donc, il faut qu'ils installent une app qu'ils connaissent généralement pas. Ensuite, une fois qu'ils ont installé TestFlight, il faut qu'ils aillent ouvrir ce mail que tu leur as envoyé et qu'ils cliquent sur le lien depuis leur mobile. Sinon, ça sert à rien. Parce que, enfin, en gros, t'as un ensemble de briques qui sont, tout était, Ouais, mais ça, c'est TestFlight qui t'impose ça, si je me souviens bien, tout à fait. C'est vrai, c'est pénible. Et ça, c'est la partie avant même d'être dans ton application, quoi. Oui, mais sauf qu'une fois que t'as onboardé une fois que t'as installé l'app grâce à TestFlight, il faut encore que tu dises, ah oui, mais en fait, il m'a envoyé mon code à 4 chiffres dans mon mail ou non. Donc, en gros, t'avais quand même un process. Voilà. Et nous, en gros, quand tu rentrais dans 4334, nous, hop, ça regardait en Airtable, 4334. Ah oui, hop, c'est Sophie qui fait partie du groupe, les fans de tarte aux pommes, quoi. Il n'y avait pas de groupe qui s'appelait comme ça, mais et donc, après, les groupes, qu'est-ce qu'ils avaient? Donc, nous, on avait donc un tableau Airtable avec tous nos users qui avaient donc leur nom, une photo d'avatar, ou un avatar par défaut que j'avais dessiné, une colonne avec les beans qu'ils pouvaient poster dans une journée, une colonne avec le cappuccino qu'ils allaient pouvoir récupérer, qu'ils pouvaient jouer s'ils lançaient l'app, et les ID des groupes dans lesquels ils étaient. Ensuite, moi, j'avais un autre onglet, c'était les groupes, dedans avec donc qui pointait vers tous les user ID de la table user, et dedans le cappuccino. Pardon, ouais, je me suis trompé. Le cappuccino, il était lié au groupe, il était pas lié au user. Voilà. Et donc, voilà, le soir, moi, j'allais dans Airtable, je sélectionnais un groupe, j'allais récupérer tous les beans de tous les users de ce groupe, hop, je le mettais sur mon ordi, GarageBand, bam, 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 hop, je fais un cappuccino, hop, je le dépose dans la cellule du cappuccino du groupe. Et en faisant attention à que ce groupe-là, il est basé à Paris, alors que tel autre groupe, il est basé à New York, tel autre groupe, il est en Californie. En essayant de faire en sorte que globalement, à la bonne heure, il soit disponible, leur truc. Sacrée logistique. Voilà. Et après, donc là, ça devenait horrible, mais en même temps, ça permettait à Gilles, lui, de commencer à lever des fonds, en fait, puisqu'il commençait à inviter des VC, à inviter des gens qui créent des trucs, qui fait cappuccino. Nous, on n'avait pas encore des vrais analytics, mais on disait, voilà, on voyait, en fait, quand les gens, ils utilisaient. On disait, voilà, bah, tiens, tel groupe, ils ont créé des beans pendant 3 semaines de suite, tous les jours. Ouais, toi, tu le voyais vraiment bien, t'étais vraiment en plein cœur, parce que, plus, même, tu devais les écouter, quoi. Alors non, je l'écoutais au début pour les groupes de potes, mais après après en fait, parce que ça c'est un truc que les gens nous ont remonté très vite, vous écoutez pas, tout ça, et donc voilà, on a dû prendre l'engagement de pas les écouter. Et d'accord, donc tu les montais à l'aveugle entre guillemets, tu prenais les MP3, tu les mettais, puis tu regardais pas. Mais bon, au moins tu voyais le volume de MP3, peut-être même leur longueur, comme ça, une espèce d'analytics. Après c'est ton instinct quoi, mais tu peux quand même jauger de ce qui se passe. Tu vois, si jamais un soir t'as aucun bean à traiter, bah les choses vont pas bien quoi. Ouais. En tout cas, c'était vraiment, c'est beaucoup d'opérations et de customer support quoi. Et à un moment, on se dit vas-y, il faut investir un peu d'argent parce que pour faire un script. Alors, ce qui était cool, c'est que par contre, dans toute cette pratique, moi, j'ai vraiment compris qu'est-ce qu'était un mix qui marche bien. Enfin, compris les paramètres, je me rendais compte que voilà, en fait, souvent, tu parles des courbes, mais en fait, c'est exactement ça. Tu voyais bien que, tu vois, là, on est sur Zencastr, on voit bien, par exemple, que le volume audio que je broadcast, il est plus faible que celui que tu broadcast quand tu parles. Tu vois, en gros, je voyais à peu près le même genre de truc. Ce qui fait que, par exemple, sur une courbe comme celle de mon volume audio, moi, il fallait que j'augmente un peu, et c'était très crade, hein, parce que tu vois, en musique, en général, tu passes pas au-dessus de 1 dB. Sinon c'est crade, ça détériore la qualité. Mais bon, je faisais ça sur GarageBand. Mais en tout cas, ce que je voyais, c'est qu'il allait falloir homogénéiser les beans. Parce qu'il y avait des gens qui parlaient fort, ou il y a des gens qui parlaient moins fort, et donc il allait falloir monter le volume de certains et baisser le volume de certains. Je voyais à peu près, ça m'a permis de calibrer combien de temps de musique je mettais avant et après. Et en fait, tous ces paramètres, on les a utilisés comme paramètres du script qu'on a créé après pour automatiser le mix. Et donc là, la deuxième phase, c'est on a Airtable, toujours. On a toujours notre client iOS qui fonctionne avec Airtable, donc qui envoie des beans et qui récupère des cappuccinos. Mais cette fois, c'est plus Olivier qui mixe, c'est un script qui récupère, qui tourne à, en gros, heure de Paris, heure de New York, heure de San Francisco. Disons, on était sur ces 3 time zones à 7h du matin. En fait, ça se faisait je sais plus quoi, un moment.
à un moment, bam. Et c'était trop rigolo parce que quand tu regardais l'interface de Airtable, tu voyais les cellules qui étaient sélectionnées par mon script. À un moment, tu voyais vraiment le truc, le petit bot qui tournait sur Airtable et qui allait hop récupérer tel MP3, enlever tel MP3, tel MP3, hop déposer un cappuccino là, hop updater des. Enfin voilà, c'était vraiment rigolo de voir le script se dérouler dans. Toi, j'ouvrais Airtable, je voyais ça marchait bien et tu voyais le mix qui se faisait automatiquement. Donc ça, c'était cool. Et donc, tout d'un coup, du jour au lendemain, j'ai plus besoin de passer toutes mes soirées à mixer. Et ça a changé ma vie. Mais, et là, on va arriver à des limites du no-code. Très vite, un autre problème arrive. C'est que j'ai des mails ou des SMS, des gens qui sont pas contents. Ils disent, ouais, j'ai posté un bean, il n'était pas dans le cappuccino aujourd'hui. Et là-dessus, bon, alors, tu sais, donc j'avais le plan gratuit sur Airtable. Je me dis, attends, c'est bizarre. Moi, tu peux rétablir une version précédente de Airtable. Donc, je rétablis la version d'hier. Je dis, c'est bizarre. Moi, je vois pas que tu as posté de bin. T'es sûr qu'il n'y a pas eu un problème à l'enregistrement? Et en gros, il se passe vraiment plusieurs semaines où on a souvent ce type de feedback de gens qui disent d'avoir perdu des bins, mais on n'arrive pas à. Vous comprenez pas d'où ça vient. Pourquoi on n'arrive pas à avoir la preuve que ce qu'il disait était vrai. Enfin, et je dis pas que, tu vois, je dis pas que par défaut je les croyais pas, mais c'est vrai qu'on n'arrivait pas à avoir la preuve que ce qu'il disait était vrai. Et du coup, on n'arrivait pas à spotter le problème. Tu vois, on n'arrivait pas à dire tiens, voilà, on a c'est pas évident à débugger, hein. Voilà. Enfin, le mobile, déjà, de manière générale, c'est assez difficile à débugger pour les développeurs. Et le software, en général, j'ai envie de dire, c'est quand même jamais évident. On n'est jamais sûr si le problème, il est pas au bout des doigts de la personne ou vraiment dans l'application, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème, il était de Airtable. Et non seulement il est dans Airtable, mais en plus, alors, quel est ce problème? Ce problème, il est que t'as une limitation du nombre de requêtes que tu peux faire par seconde dans Airtable. Dans un tableau donné. Et donc, en fait, souvent, quand on déposait un bin, et ça, par moment, j'ai réussi à l'observer pour le coup. Le bin était déposé et il apparaît brièvement et il disparaît. Et de même avec notre script qui allait mixer les trucs, en fait, il y avait, voilà, à un moment, le Airtable, il répondait plus à nos trucs. Et là, j'ai fait des reports de bugs ultra précises à Airtable. Ils m'ont dit, tout le monde va revenir vers vous, etc. Et à chaque fois, ils bottaient en touche en disant, on peut pas faire ça, en fait. Ce que vous nous demandez, on ne fait pas, c'est pas prévu pour ça. Ah, mais enfin, moi, j'ai déjà étudié et utilisé l'API d'Airtable et effectivement, leurs limites sont assez basses en réalité, pour éviter que les gens aussi construisent. À mon avis, enfin, comme tu dis, c'est pas prévu pour être vraiment un back-end comme pourrait l'être Firebase ou un truc comme ça. Ça peut être utilisé dans certains cas, mais tu peux pas, je sais plus, j'aurais dû regarder avant, mais c'est peut-être quelques appels par seconde, ce qui est en fait très peu. Tu vois, j'imagine bien que votre script. Je crois que c'était 10 par seconde d'une même source. Ouais, ce qui est très, très, très peu, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a plein d'applications, tu peux faire 1000 par seconde, 1 million par seconde. Et ce que je peux comprendre, hein, ça coûte énormément de ressources aussi de répondre à des appels d'API. Mais je vois bien comment votre script, juste le lancement du script, déjà peut dépasser ça très rapidement, quoi. Ouais. Enfin, là, je suis plus sûr des valeurs que je te donne, mais en tout cas, on a eu une limitation. Ouais, non, mais je crois que c'est un truc comme ça, enfin, parce que j'avais observé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, enfin, sans trop rentrer dans la technique, mais tu vois, maintenant, il commence à y avoir des outils qui se construisent autour d'Airtable. Il y a un outil qui est super qui s'appelle Stacker, par exemple, qui te permet de faire des fronts à Airtable pour faire vraiment des back-office, mais vraiment plus évolués. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en cache les choses. Donc, pour éviter d'avoir à trop appeler l'API. C'est quelque chose dont ils parlent. Mais vous pouvez pas faire ça, quoi. C'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que les gens, à chaque fois, vous envoyez des choses différentes et récupérez des choses différentes. Donc, par exemple, vous pouvez pas utiliser ce mécanisme de cache qui, normalement, permet de pas trop solliciter les API, quoi. Bon, après, tu vois, le bilan est plutôt positif. Je veux dire, tu vois, on a vraiment ça nous a permis, en side, de faire venir, je pense, 400 personnes, en fait, de passer de 0 à 400 utilisateurs, de lever des fonds et après de monter une équipe tech a posteriori. Allô? On a perdu Olivier, mais il va revenir, j'espère. J'espère parce que c'était passionnant, en plus, ce qu'il était en train de nous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, alors attends, t'as été coupé Ah, pendant un ok. moment, il me semble. Tu m'entends Ouais, ou pas? on t'a perdu, ouais. Ouais, moi, je t'entendais plus, mais c'est bon. Ok, alors je reprends. Ce que je dis, c'est que le bilan est plutôt positif, c'est-à-dire que ça nous a permis de monter, enfin, de passer de 0 à 400 à peu près utilisateurs, de lever des fonds et de monter une équipe tech a posteriori, en fait. Quand on a Hmm. vraiment eu besoin de, en fait, de reprendre les choses proprement. Mais par exemple, tu vois, il y avait certains des fondamentaux de, alors Barista, c'est ce script qui crée les cappuccinos. Barista, bah, les fondamentaux, en fait, ça m'a permis de le spéquer, d'implémenter une première version. Ça, on l'a gardé. Enfin, après, on l'a fait évoluer. Euh, et plus tard, voilà, on a décidé là, en l'occurrence, on est sur Firebase pour le back-end. Mais voilà, ça nous a permis d'aller assez loin et de valider un certain nombre de choses quand même. Ouais, non, mais c'est génial à la fois comme démarche, tu vois, de voir vraiment toute cette évolution que vous avez eue. Mais je suis content aussi que t'aies précisé un petit peu ces limites autour d'Airtable. Nous, c'est vrai on est des amoureux d'Airtable. Et moi, j'ai souvent tendance à dire aux gens, en plus, hein, tu vois, des développeurs front-end, ouais, utiliser Airtable comme back-end et tout, mais c'est bien de voir les limites. Mais je pense que, enfin, tu pourras nous confirmer peut-être que vous avez atteint ces limites aussi, peut-être à un moment où justement vous aviez le succès espéré, peut-être vous aviez déjà les fonds pour faire cette migration. Enfin, en tout cas, c'est ce que Ouais, bah en j'espère, tu fait, vois. ouais, je pense que ça s'est bien coïncidé. Et puis tu vois, je voudrais dire un autre truc parce qu'en fait, la communication c'est important aussi. Mais tu vois, je pense aussi que, alors finalement, on a décidé de pas aller à BetaWorks, mais on avait été pris, on a décidé de pas y aller. Mais je me souviens que quand j'avais un moment dont on fait ce call où on est, je sais pas si c'était Zoom ou Hangout, mais avec les partenaires de BetaWorks. Et ils nous demandent un peu comment on a fait le truc. Et tu vois, à un moment, je passe en écran partagé et je leur montre le Airtable. Et les gars, quand il a vu ça, il dit putain, c'est trop malin. Enfin, en gros, Hmm. tu vois, le, en- bah, enfin, c'est comme si tu vois une grosse partie de notre pitch, c'est qu'on l'a fait de manière maligne en utilisant Airtable, tu vois. Dans le podcast, j'ai eu quelqu'un, l'épisode n'est pas encore sorti là au moment où on enregistre, mais où justement qui nous parlait de ça et nous disait aujourd'hui, c'est vrai que cette capacité à produire, à trouver des solutions, à faire des choses, à faire un produit qui peut-être déjà a du revenu, va être beaucoup plus intéressant pour des investisseurs que un pitch deck, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Et donc, je pense que là, ce que tu me dis, toute cette démarche, t'as montré des choses qui, à mon avis, ont bien plus de valeur que une équipe qui a fait un beau PowerPoint, quoi. Voilà. Après, tout ça, c'est à nuancer parce que tu vois, ce qu'on montre, en fait, c'est une capacité d'exécution, de démarrer, de disons de cerner un problème avec des insights intéressants. Tu vois, en l'occurrence, les insights de Cappuccino, c'est de se dire que voilà, la, cons- la dans la conversation audio, la manière dont tu le consommes a de l'importance. Tu vois, en tout cas, un des insights auquel je crois et que je pense avoir trouvé, c'est de se dire que, tu vois, par exemple, recevoir un voice memo, c'est relou. L'envoyer, c'est très pratique. Et Hmm. sur Cappuccino, on essaie de te le packager dans une expérience agréable à écouter, quoi. Ouais. Où on se dit, tu vois, plutôt que d'être interrompu 15 fois dans la journée, bah on va te délivrer le truc sous une expérience qui est agréable à écouter, comme c'est agréable d'écouter un podcast. Et, et donc, ouais, je pense qu'il y a la partie débrouillardise sur une idée où à un moment on se dit, tiens, il y a quelque chose là-dedans, quoi, qui vaut le coup d'être creusé Hmm. et qui vaut le coup, sur lequel ça vaut le coup d'investir. Euh, voilà. J'ai quelques questions avant de finir. Ça a été hyper intéressant. Euh, Enfin, il y a plein de questions qui me viennent, mais je vais choisir. Déjà, est-ce que tu aurais quelques exemples? Moi, je suis très curieux de savoir, sans dévoiler le contenu évidemment, mais tu vois un peu quels sont les autres groupes, quels sont les groupes que tu connais, quels sont les gens qui utilisent Cappuccino, tu vois, est-ce que, alors pas, je veux dire, je suis sûr qu'il y a plein de groupes d'amis, de famille, etc., mais tu vois, dans des groupes un peu, tu vois, nous, par exemple, on a une communauté no code, est-ce que tu as des exemples comme ça, et peut-être des trucs qui t'ont surpris? Tu vois, tu dis des gens, enfin, tu as des usages peut-être que tu t'attendais pas de l'outil. Écoute, ouais, mais oui. Alors, moi, il y a des choses auxquelles je m'attendais et qui n'ont pas encore eu lieu. J'espère qu'elles vont avoir lieu. Et donc, on a rajouté des petites fonctionnalités pour mieux adresser ça. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est surtout de la groupe discussion. Groupe discussion, plutôt des groupes petits. Euh, je dirais qu'une chose qu'on a compris, c'est que la, la voix, en tout cas parler,
ça nécessite d'être en confiance. T'exprimer dans un groupe, ça nécessite d'être en confiance et donc que tu sois en confiance avec l'ensemble des gens dans le groupe. Ou alors d'être quelqu'un de très à l'aise et qui n'est pas intimidé de parler en public. Mais tu vois, les gens, ils ont besoin de se sentir en confiance pour parler dans les groupes et donc ils se sentent beaucoup plus en confiance et beaucoup plus à l'aise dans des groupes avec la famille ou avec les amis proches. Je peux te donner un exemple. Par exemple, un des tout premiers groupes qu'on avait créé, donc à l'époque sur Airtable et tout ça, on avait invité des gens qui avaient un fonds d'investissement dans la Silicon Valley et enfin un type qui avait un fonds de type comment dire, tu sais les fonds en gros bon, il gérait le fonds mais il y avait pas mal de jeunes VC dans son fonds. Et donc les gars, ils commencent à se faire une sorte de deal flow, alors pas le deal flow secret, tu vois, mais à parler de start-up qu'ils ont spoté et se faire une sorte de deal flow où ils savaient qu'il y avait d'autres gens qui l'écoutaient, etc. dans Cappuccino. Donc là, leur bean, c'est et nous on était invités, donc on y avait accès, tu vois. C'était tiens, j'ai spoté telle idée, j'ai spoté tel produit, j'ai spoté tel truc dans tel trend de tech, etc. Et puis le groupe il démarre à 5, 10 personnes et puis à 15 personnes et là à ce moment-là je me dis putain c'est cool, ils vont faire un groupe géant et tu vois à ce moment-là je pense que Clubhouse c'est pas encore sorti du placard, tu vois, c'est moi je sais qu'il y a Talkspace, je sais ce qu'ils font mais ils ont pas levé, ils ont pas encore commencé leur buzz et ce qui fait qu'en gros à ce moment-là je me dis la stratégie de Clubhouse pour nous elle est envisageable. De se dire, tiens, on va faire un truc vraiment, les gens de la tech dans la Silicon Valley, sur invitation et tout ça. Et tu vois, ce groupe, il grossit un peu et tout d'un coup, il s'arrête. Et donc là, on contacte des gens qui sont dedans, tu vois, qui étaient actifs. Et en fait, il y a une meuf qui nous explique, voilà, bah ouais, mais le truc, c'est que là, machin, il a invité machin et machin. Moi, je suis trop intimidé là devant machin. Je me sens pas là tu vois, en fait, ils avaient invité des gens un peu fat, tu vois, de la Silicon Valley, pas fat dans le sens gros, mais fat dans le sens, tu vois, les gars que tu respectes grave, tu vois. Et en gros, si tu veux, voilà, ça fait qu'à un moment, il y a des gens qui étaient super actifs, bah, en fait, ils sont inhibés par la présence de gens très respectés ou, tu vois, intimidants. Ouais, bien sûr. Et c'est intéressant ça, parce que au-delà, il y a déjà le côté intimidant, puis même juste le nombre aussi peut intimider, tu vois. Juste le fait de se dire, si je parle devant 5 personnes, c'est pas pareil que si je parle devant 20 ou devant 100, quoi. Et donc en gros, pour moi, tu vois, là, ça témoigne d'un truc qui est, en gros, il y a vraiment un truc très intéressant à craquer socialement sur ce qui fait que, tu vois, un groupe marche bien. Et tu vois, par exemple, sur Clubhouse, dans une room. Mais en fait, tu vois, c'est un truc que j'avais vachement observé, en fait, sans m'en rendre compte chez Yuna ou chez du live vidéo streaming. C'est qu'en gros, t'as besoin de quelques contributeurs et de beaucoup de listeners. Et tu vois, un truc je pense qu'on n'a pas bien encore, qu'on n'a pas encore bien fait sur Cappuccino, c'est, tu vois, peut-être que dans les groupes, s'il y avait des rôles clairs de qui est admin, qui est contributeur et qui est juste listener, peut-être que ça ferait que ça responsabiliserait plus les créateurs, ça clarifierait les rôles, tu vois, qu'un truc où, tu vois, tu rentres dans cette room et tu ne sais pas si, mince, il faut que je crée quelque chose. Enfin, tu vois, en tout cas, moi, je pense qu'on a potentiellement un sujet sur clarifier les rôles dans des groupes de taille un peu importante. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu décris, tu vois. Enfin, nous, pour te faire juste un petit retour d'expérience de notre usage, on a commencé à utiliser il y a quelques mois, tu vois, dans le groupe No Code France. Et il est maintenant, alors je sais pas si c'est gros, mais tu vois, mais il y a 25 personnes, je pense, dedans. Et c'est vrai que du coup, plus il y a eu de monde et moins il y a eu de contributions. Et tu vois, et on est beaucoup, nous, qui sommes, et les admins du groupe, et les admins aussi de toute la communauté Slack, et tu vois, les gens qui ont un peu initié tout ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup nous qui parlons. Et tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est grave ou pas? Tu vois, c'est vrai que nous, clairement, on l'avait fait dans l'idée que tout le monde allait parler. Mais si tout le monde parle aussi, ça fait des bins hyper longs. Tu vois, je sais pas si ça aussi vous avez un truc un peu là-dessus, tu vois. Moi, c'est vrai qu'à titre personnel, quand les bins ils dépassaient 10-15 minutes, je commençais à avoir un peu plus de mal. C'était moins le format que j'aimais bien, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, à la fois, t'as envie que tout le monde participe, et en même temps, t'as pas envie d'écouter s'il y a trop de monde qui participe. C'est ça qui est assez, mais je trouve ça très intéressant comme dynamique. Chaque groupe doit trouver son équilibre.
En tout cas, tu vois, donc quand on nous a mis sur Product Hunt, ce qui n'était pas notre choix, mais quand on nous a mis sur Product Hunt, on était un peu dans cette crise de doute, on va dire, de c'est quoi notre focus. Et là, c'était un dimanche matin. Ça avait un peu démarré, donc c'était un peu trop tard pour annuler, enfin pour demander à, tu vois, je me voyais pas contacter Product Hunt en me disant est-ce que vous pouvez enlever la page, etc. Mais en gros, je me suis dit ok, il faut que je reprenne la main sur ce truc-là, et j'ai vraiment posté des commentaires dans tous les messages en disant Cappuccino c'est pour close friends and family, Cappuccino c'est pour close friends and family, en disant ouais, enfin vraiment j'ai d'essayer d'inviter à fond, parce que tu vois ce use case il marche de ouf entre close friends Ouais, bien sûr. et family. Ça marche de ouf. C'est là où on a une super rétention. Et les groupes de communauté, souvent, ils skyrocket et ils s'éteignent. Et là-dessus, donc, on a rajouté récemment une fonctionnalité qui s'appelle Prompt, où tu peux envoyer une question qui est partagée à tous les membres du groupe et qui apparaît dans le recorder en disant, tiens, si un admin, tu vois, une forme de polling bon, c'est encore très balbutiant comme feature, c'est le début, mais en tout cas, je pense qu'il y a un sujet. Il y a un sujet et je pense qu'il faut ajuster les dynamiques sociales par rapport à ça. Vraiment, peut-être que ce soit clair. Qui est peut-être rôle d'admin, qui contribue. Peut-être que tu pourrais avoir, par exemple, tu pourrais envoyer une question à certaines personnes qui se sentent en responsabilité de répondre à ce moment-là, tu vois. Donc voilà, ça c'est des questions, des dynamiques sur lesquelles aujourd'hui j'ai pas les réponses définitives, mais c'est des sujets que j'ai vachement envie de creuser. Oui. Ça a coupé ou? Ouais, ça a coupé, mais pas longtemps. Enfin, le temps que je dise quelque chose, je sais pas si t'as entendu ce que j'ai dit du coup. Bah non, du coup j'ai entendu une fin de mot. Ok, non, mais je disais que je pense que on peut aussi être en paix avec le fait que certaines personnes sont là juste pour écouter, tu vois, et d'autres sont là pour animer. Et ça peut être une dynamique de groupe, quoi. Et je pense qu'effectivement, c'est pas la dynamique d'un groupe de gens proches, comme tu disais, ou de famille, où là, quand même, c'est mieux si tout le monde participe. Encore qu'on pourrait imaginer qu'un membre, si la grand-mère déjà juste elle écoute, c'est génial, quoi, tu vois. Enfin, et puis petit à petit, et puis après il y a des choses, je pense c'est une question de temps, tu vois. Il y a des gens, peut-être il faut qu'ils écoutent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça on voit ça de toute façon, même c'est pareil sur Slack. Nous on a des gens, ils viennent, ils s'inscrivent et puis ils laissent le premier message 2 mois après leur inscription, quoi. Des fois il faut que ça. Et je trouve ça bien aussi les gens, tu vois, qui viennent un petit peu regarder, tu vois. Après moi je suis un peu timide, tu vois, comme ça dans la vie. Moi j'aime bien aussi venir un peu observer, prendre le pouls, et puis après quand je me sens à l'aise, et ben je saute dans le bain, et au moins tu t'es pas complètement hors sujet, quoi. Je suis dans un groupe Slack de Product Guys, tu vois, et dedans il y a des gars un peu fat, tu vois aussi, et en fait des fois j'ai une question, est-ce qu'on peut faire ça sur iOS, et j'ose pas poser la question, je me dis mais les gars ils vont me dire t'as regardé la documentation avant de poser ta question. et ouais, donc tu vois, pourtant le groupe je l'utilise vachement en termes de l'information qui y est, mais j'ose pas moi-même en fait j'ai peur de passer pour un bonnet, quoi. Il n'y a pas de mot français, mais en anglais on dit les lurkers. Il y a vraiment ce côté dans toutes les communautés, quoi. Des gens juste qui sont là pour regarder et puis qui participent pas, mais ça peut toujours basculer, quoi. Eh ben écoute, on arrive sur la fin. C'était super intéressant, vraiment tout ça. Bon, j'avais plein d'autres questions, mais de toute façon, on peut toujours en parler de tout pendant des heures. Peut-être qu'on pourra justement en reparler dans 1 an et suivre un petit peu l'évolution et voir un petit peu où vous en êtes. Si peut-être quand même un petit mot sur votre roadmap, s'il y a des choses que tu veux dire dessus, ça peut aussi pas forcément. Bah en gros, si tu veux, je dirais que tu vois quand tu fais une startup consumer mobile comme Cappuccino, je dirais que la roadmap c'est pas une suite de features que tu veux imbriquer, c'est plus une suite de problèmes. Enfin, c'est plus quels sont les problèmes les plus importants qui se posent et qu'il faut régler. Et en fait, que tu découvres au fur et à mesure, finalement, un petit peu comme tu nous disais, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, globalement, le sujet, c'est un sujet. Je dirais qu'il y a. Bon, tu sais, t'as le fameux framework du growth hacking, là, AAR, enfin, je sais plus, mais bon. En gros, activation, acquisition, rétention, revenu et referral. Voilà. Ouais. Et bah, disons qu'on va simplifier les choses. Je pense que c'est une histoire d'activation et de rétention. Et en gros, disons qu'une startup, à un moment de son cycle de vie, il faut qu'elle ait certains nombres en rétention au niveau du D7, du D30 et du D90.
Et donc par rapport à ça, il faut essayer de cibler le plus précisément, identifier le plus précisément qui est ton cœur de cible, et en s'assurant qu'il c'est un vivier de gens qui est suffisamment grand pour pouvoir croître, et, et bien comprendre comment avoir des bonnes métriques de rétention avec eux. Donc voilà, c'est fixer toutes les raisons qui font qu'ils churn au bout d'un moment. Et quand tu penses que t'es bon en termes de benchmark sur la rétention, et ben tu augmentes ton acquisition. Alors là, c'est de la théorie. La réalité, c'est que tu navigues de temps en temps un peu entre des petites initiatives d'acquisition et beaucoup d'initiatives de rétention, et tu essaies de mieux comprendre qui sont tes users, etc. Et donc, tu vois, par exemple, quand je te parle de la feature de prompt, c'est pas un truc qu'on a dans notre roadmap en D0, quoi. C'est plus à un moment où on dit, tiens, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils aimeraient cette feature, et il y a aussi beaucoup de gens qui nous disent, ouais, un moment là, mon groupe il a un peu perdu l'inspiration, c'est plus trop quoi se dire. Et donc tu vois, tu te dis, tiens, on va essayer ça, tu vois. Donc tu vois, je réponds pas à ta question, je réponds plus d'abord je réponds plus en termes de démarche. Voilà, quelle est la... Ouais, c'est très intéressant aussi. Et c'est marrant parce que tu vois, alors pour le coup, je t'ai dit, je fais pas de PowerPoint en début de projet, mais ce que je fais tout le temps, puisque je suis designer, c'est que je fais des prototypes de design, et tu vois, le premier design que j'ai fait pour Cappuccino, il est ultra sophistiqué, voilà, il est très 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 avancé, et en fait l'approche itérative qu'on prend, elle nous amène pas du tout vers ce vers ce design-là. En fait, elle nous amène dans une autre direction. Ça veut dire que quelque part vous arrivez à itérer, à créer quoi finalement. Vous suivez pas un plan et à trouver des bonnes solutions. Non, ouais, je disais, et ça se trouve ça va revenir. En plus, ça se trouve il y a des choses que tu avais prévues peut-être à un moment qui reviendront plus tard, tu vois. Ouais, t'essaies d'avoir ta North Star là, mais ouais, c'est vrai que tu vois, si je te dis, tiens, dans 2 semaines on fera ça, en fait, la probabilité que ça arrive, elle est faible. Enfin, je dis pas qu'on se perd dans n'importe quoi, mais peut-être 2 semaines à 2 semaines, si, quand même. Mais si on se dit, tiens, en gros, si tu te dis, on va faire cette feature et ensuite cette feature, la deuxième de la liste, elle arrive jamais, quoi. Ah, mais c'est marrant parce que tu vois, donc quand je pose régulièrement cette question, tu vois, à des gens et il y a des gens qui ont des réponses, tu sais, hyper détaillées. Et puis il y a des gens aussi qui ont plein de systèmes pour impliquer leur communauté, tu vois, dans les outils no-code, par exemple, il y a beaucoup de votes sur les features. Tu vois, ce qui est maintenant, je trouve, des fois, tu vois, maintenant que j'ai parlé pas mal avec des gens, un peu comme toi, tu vois, très produits, qui me disent, c'est pas toujours bien, en fait, de laisser la communauté décider tu vois, ça peut te faire aussi perdre un peu ton chemin. C'est intéressant, tu vois, entre ce que tu dis là. Surtout, en fait, je pense que c'est important, c'est de comprendre les problèmes, mais c'est pas d'écouter les solutions. En fait, tu vois, souvent, un utilisateur, il te remonte il dit, tiens, il faudrait cette feature. Et c'est pour ça que, tu vois, pour le coup, là, je t'ai parlé de la feature prompt, mais c'était un des trucs qui me gênait, c'est que les gens ils demandaient des prompts. Et c'est bon, là, en l'occurrence, j'ai vraiment fait ce qu'ils m'ont demandé, quoi. Mais souvent. Ça vaut le coup d'essayer aussi, tu vois, si les gens te demandent. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, il vaut mieux essayer de dire, ok, pourquoi ils me demandent ça? Enfin, c'est quoi le problème sous-jacent? Parce que ce problème, il a peut-être d'autres une meilleure solution qu'eux. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais, et par meilleure solution, attention, meilleure solution, qu'est-ce qu'on appelle meilleure? Ça peut être plus réalisable, plus qui fit mieux le modèle de ce qu'on est en train de faire, qui est plus performante aussi, mais je pense que c'est vraiment, en fait, il faut passer beaucoup de temps à essayer de formuler les problèmes plutôt que de penser aux solutions. Parce que tu vois, tu as des solutions qui marchent pas. Ou tu vois des trucs, tu te dis tiens, j'ai vu ça sur tel autre truc, on va faire pareil. Mais en fait, les problèmes sous-jacents que tu as sont pas exactement les mêmes. Ah non, je vois bien. Bon, écoute, tout ça est super intéressant. On va devoir s'arrêter. Dernière question qu'on pose à tous nos invités.
Si jamais tu avais un side project, un autre, tu vois, peut-être, je suppose que t'as pas énormément de temps, mais si t'en avais un, tu vois, qu'est-ce que ça serait, tu vois, un side project que tu ferais avec des outils no-code plutôt? Ah, avec des outils no-code. Ouais, attends, Idéalement, si c'est sans, c'est pas grave. j'ai un... non, j'ai un truc, j'en ai plusieurs. Écoute, mais c'est peut-être très con, hein. Enfin, je te dis juste, c'est un des trucs auxquels je pensais et je pense que ça peut être fait en no-code parce que je le ferais potentiellement par SMS. C'est un... En fait, un jour, je discutais avec un mec qui fait des stratégies d'investissement pour des hedge funds et il s'était fait lourder et il me disait ouais, donc il était en train de redévelopper des propres stratégies d'investissement à lui et il m'expliquait une des stratégies. Et en fait, il identifie des paires de stocks. Et en gros, s'il identifie qu'il y a, en gros, il dit voilà, il y a des paires de stocks qui Le stock des actions, c'est ça? des actions, voilà, Ouais. qui généralement suivent des évolutions similaires. Et donc, en gros, s'il identifie qu'il y en a une qui a plus baissé tandis que l'autre, elle n'a pas encore baissé, il dit bah il y a de fortes, enfin, statistiquement, l'autre elle va baisser, tu vois. Okay. En gros, l'histoire, c'est de me dire qu'à un moment, il y a des gens dans le réseau, ils ont des stratégies de code, ils ont des stratégies d'investissement et ils sont capables de, enfin, ils sont capables. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. On parle de side project, hein, on parle pas d'un truc, mais ils sont capables de dire tiens, aujourd'hui, ça vaut le coup de shorter ça ou aujourd'hui, ça vaut le coup d'acheter ça. Et en gros, j'avais dit à cette personne, ouais, ça te dirait pas de faire un petit landing page où les gens ils peuvent rentrer leur numéro de téléphone, et tous les jours, ils ont Robinhood. Je sais pas s'il y a un équivalent Robinhood en France, non, pas encore. Mais en gros, tu as des gens qui auraient Robinhood où tu leur dis voilà, tu leur envoies un SMS tous les jours avec tiens, en gros, est-ce que tu veux investir, est-ce que tu veux acheter celle-là ou en gros mon conseil du jour. Le conseil du jour, de shorter ou d'acheter une action. Et avec une réponse, I do it or I don't do it. Comme ça, on peut suivre où en est les gens. Et on peut adapter tous les jours le truc. Et j'aimerais bien, tu vois, le gars, il a son tableau Excel, ou Airtable si vous préférez, du suivi des gens qui sont inscrits à son truc, hop, et tous les jours, il leur envoie une reco, quoi. Tout ça pour un truc à, je sais pas, à $N par mois, quoi. Les gens, ils follow ou il faut pas voir. En fait, toi, t'as pas besoin de, tu vois, tu vends pas les actions, tu après, je pense qu'il y a un conseil qui n'engage à rien. Ouais. Je pense qu'il y a un contexte légal qui fait que vendre un conseil, enfin, donner un conseil aux États-Unis, je crois que ça peut être très lourdement sanctionné. On parlait d'une idée, hein, on parle pas d'un truc que je vais faire, hein, on est d'accord. Gros disclaimer. Et si quelqu'un l'a fait, il faut faire attention. Ça l'a fait aux États-Unis, en tout cas. Non, mais c'est vrai, tout ça est très encadré, même en France, hein, je crois. Ouais, parce que j'en avais parlé à un pote français qui m'avait dit que j'avais un peu fumé, quoi. Enfin, il m'a dit non, c'est pas comme ça, mais enfin. Parce que ça pourrait s'apparenter à de la manipulation de cours, peut-être, ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas, moi, j'y connais rien en finance, hein, mais bon, on peut imaginer. Bon, en tout cas, on a bien noté ton idée. Où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux ou te contacter éventuellement? Sur Twitter, mon nom c'est Odesmoulins, Odesmoulin. Et de temps en temps, on peut me DM et puis de temps en temps ça va dans message request. En général, je le vois, donc je réponds normalement. Ok, cool. Moi, je mettrai le lien de toute façon dans les notes. Et puis t'es inscrit sur le Slack de No Code France si jamais. Aussi. Je te pinguerai. Et d'ailleurs, dans lequel je vois en général que quelqu'un a posté Contentful, qui était un des trucs auxquels j'avais pensé plutôt que Airtable. Contentful, j'avais envisagé ça aussi comme back-end pour Cappuccino. Bah écoute, je connais même pas, donc je vais devoir aller voir. Il en sort tous les jours des outils et des recos. Donc je vais devoir encore un que je vais devoir mettre dans ma liste et aller voir et tester. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'était très riche et hyper intéressant, hyper inspirant. On va suivre tout ça avec attention. Et puis voilà, on va continuer à faire vivre le groupe, le Cappuccino de No Code France. Voilà, je te dirai. Merci beaucoup. Je te donnerai des nouvelles. Ça marche. Et n'hésitez pas à vous inscrire tous sur Cappuccino et invitez vos amis.
Ouais, non mais je recommande, je trouve que c'est vraiment une expérience formidable et je dis ça, moi je suis le premier à ne pas comprendre les vocaux dans WhatsApp, ça c'est un truc, je sais pas si c'est générationnel ou quoi, mais j'arrive pas à capter l'intérêt. Enfin, comme tu disais, c'était hyper bien résumé, je comprends que ce soit très pratique à faire, par contre c'est hyper chiant à écouter, quoi. Moi je supporte pas quand on m'envoie des vocaux, par contre j'adore écouter Cappuccino le matin, quoi. Merci à toi et puis à très bientôt alors. Allez, merci, à bientôt. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils No Code, si c'est pas déjà le cas, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.